Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. L'orateur que nous avons le privilège d'écouter est le vénérable Khenpo Sodargye, une figure éminente et respectée. Khenpo vient de Chine, il est né en 1962 dans la région tibétaine du Sichuan. Dans son enfance, Khenpo était un jeune berger qui gardait des yaks. Aujourd'hui, il est un érudit renommé de l'Institut bouddhiste de Laronggar à Seda. Il donne également régulièrement des conférences dans des universités du monde entier. Et en ce moment même, Khenpo est ici parmi nous. Accueillons chaleureusement Khenpo avec des applaudissements. Le thème de la conférence est « Le bonheur et au-delà ». Bienvenue. Au cours de son intervention, Khenpo abordera également, et un peu plus tard, le domaine de l'éducation. Khenpo est un éducateur passionné par l'enseignement. C'est pour cette raison que nous avons invité Khenpo à donner une conférence à l'Institut d'éducation de Domazy. La conférence va bientôt commencer. Mesdames et distingués messieurs, accueillons une nouvelle fois Khenpo Sodargye. Je remarque que beaucoup d'enseignants ici sont des hommes. Chez nous, la plupart des enseignants sont des femmes, ce qui est très courant. Mais votre directrice est une femme. Il semble qu'il y ait tout de même certaines différences notables entre l'éducation ici, dans ce pays, et celle de chez moi, mon pays d'origine. Tout d'abord, je remercie sincèrement et profondément le vice-recteur pour son discours éclairant et inspirant. Je remercie également chacun d'entre vous, chers participants, d'avoir consacré votre temps le plus précieux et si important. Aujourd'hui, nous allons tous apprendre ensemble, de manière collaborative, au cours de cette leçon enrichissante et captivante. Je suis convaincu que tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont soit des enseignants actuels, soit des enseignants en devenir. En tant qu'enseignants expérimentés, peu importe le domaine, nous devrions exceller. Je ne suis pas entièrement certain que mon exposé d'aujourd'hui sera absolument excellent, mais je pense sincèrement que votre attitude positive et votre dévouement face à l'apprentissage sont vraiment remarquables et dignes d'éloge. C'est la toute première fois que j'ai l'opportunité de venir au magnifique Malawi. Et bien sûr, c'est aussi effectivement la première fois que je viens vraiment dans cette école. Quand j'étais jeune, j'ai commencé l'école primaire à l'âge de 16 ans. Puis, à 23 ans, je suis devenu moine. Entre-temps, j'ai fréquenté le collège et l'école normale. Mais je n'ai pas obtenu mon diplôme de l'école normale. Avant même d'être diplômé, j'étais déjà devenu moine. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser ce genre de méthode. Parce qu'il n'y a qu'un seul micro. Quant à l'Afrique, dans l'image que je m'en faisais, je pensais qu'il n'y aurait même pas de micro. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le principal vient d'ailleurs de le dire aussi. Les ressources du Japon et d'autres pays comparées à celles d'ici ne sont tout simplement pas comparables. C'est vrai que, du point de vue des ressources matérielles, je le ressens aussi. Bien sûr, inutile de comparer avec le Japon ou d'autres endroits, même entre le Tibet et ici, il y a certaines différences. Mais je trouve que la candeur et la pureté du cœur des gens ici, une pureté vraiment sincère, ne sont entachées d'aucune forme de corruption, d'aucune manière. J'envie énormément la personnalité si chaleureuse et authentique des gens d'ici. Je pense qu'ici, même si sur le plan matériel et dans certains aspects extérieurs, y compris la science et la technologie, etc., c'est effectivement assez limité par rapport à beaucoup d'autres endroits. Il y a une certaine pénurie, mais la richesse spirituelle intérieure des gens devrait être très abondante et profondément épanouissante. Et cette richesse spirituelle, je pense qu'elle apportera aussi un avenir très prometteur à la société humaine. Si nous continuons à préserver le charme originel de notre personnalité, ce sera une contribution pour le monde. Il y a un professeur de théologie en Eswatini qui a dit ceci à l'époque, et il a déclaré que la science et la technologie occidentale ont véritablement apporté une nouvelle technologie significative à l'humanité tout entière. Tandis que le mysticisme oriental a offert à l'humanité une spiritualité profonde qui transcende véritablement l'ego et que sur le vaste et riche continent africain, ancestral, a transmis à l'humanité une véritable manière d'être humain. En effet, je trouve que ce qu'il a dit est tout à fait pertinent.
Je pense qu'aujourd'hui, les 54 pays d'Afrique dans leur ensemble, ainsi que de nombreux autres pays matériellement plus riches et développés dans le monde entier, y prêtent également une attention toute particulière. Alors, quel sera notre avenir, notre futur collectif ? Je crois que notre science et notre technologie continueront de progresser. Notre niveau matériel s'améliorera aussi de plus en plus. Mais à ce moment-là, il se peut que nous ayons beaucoup à sacrifier. Nos cœurs ne sont plus aussi purs, aussi paisibles et aussi innocents qu'avant. Peut-être devenons-nous de plus en plus rusés, de plus en plus complexes. Nous devenons aussi de moins en moins consciencieux. Dans le même temps, notre bel environnement extérieur n'est plus comme autrefois, avec ses montagnes verdoyantes et ses eaux claires. Peut-être que toutes les ressources minières, toutes les ressources naturelles sont de plus en plus épuisées à force d'être exploitées. Voilà ce que nous vivons sur la Terre. Le plus grand défi auquel l'humanité est réellement confrontée, ces questions sont peut-être assez générales, voire même assez vastes. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas aborder un sujet aussi vaste et complexe. Je vais plutôt me concentrer sur le thème d'aujourd'hui, comment le cœur peut-il apporter le bonheur ? En même temps, je sais que vous êtes tous d'excellents, très compétents, dévoués et passionnés enseignants ici présents. Quant à moi, même si je n'ai pas été diplômé d'une école normale, je suis devenu moine. Et après être devenu moine, j'ai enseigné dans un institut bouddhiste. On peut donc dire qu'à ce jour, j'enseigne depuis déjà 34 ans. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous certaines conceptions des enseignants orientaux et les comparer avec celles des enseignants africains. Je voudrais partager avec vous, selon ma propre compréhension, quelques idées issues de mon imagination. En fait, au début, je n'avais pas le rêve de devenir enseignant. Mes rêves ont toujours changé au fil du temps. Au tout début, j'étais berger, je gardais des vaches. À cette époque, il y avait des personnes dans mon voisinage qui étaient particulièrement douées pour garder les vaches. Je voulais vraiment devenir un excellent berger, tout comme eux, plus tard dans ma vie. Puis, lorsque j'étais à l'école primaire, il y avait un très bon médecin à côté de chez moi. J'avais très envie de devenir un excellent médecin plus tard. Plus tard, lorsque je suis arrivé au collège, il y avait aussi un très bon menuisier à côté de chez moi. Pendant un certain temps, j'ai aussi envisagé de devenir menuisier. Ensuite, quand je suis entré à l'école normale, j'ai rencontré un enseignant vraiment très expérimenté qui enseignait depuis plus de 30 longues années. J'ai beaucoup appris de lui, vraiment beaucoup. C'est alors que j'ai personnellement et vraiment choisi de devenir un enseignant. Hier, en arrivant ici, j'ai aussi entendu la très intéressante histoire de quelqu'un d'autre. Au tout début, il y avait des chantiers de construction tout autour d'ici. À cette époque, on gagnait un peu plus d'argent, donc beaucoup d'élèves voulaient travailler dans la construction. Plus tard, devenir enseignant est devenu plus attractif, car le salaire des enseignants était un peu plus élevé. Alors beaucoup de gens voulaient devenir enseignants. Ensuite, certains enseignants ont eu l'opportunité de partir à l'étranger, et beaucoup de personnes ont commencé à se préparer. Leurs rêves n'ont cessé d'évoluer. Chacun d'entre nous, peu importe la couleur de peau ou la caste, ou la religion que l'on pratique, nous voyons nos rêves changer souvent à cause de notre environnement, à cause de l'argent, de nos ressources financières ou à cause de nos valeurs. Nos rêves changent continuellement et fréquemment. Peut-être que vous n'entendez que le bruit du générateur et pas ma voix. Mais quoi qu'il en soit, notre temps cet après-midi est précieux. Je vais donc continuer à parler et j'espère sincèrement que vous continuerez à m'écouter attentivement. Comme je le disais à l'instant même, je suis moi-même un enseignant. En tant qu'enseignant expérimenté, cela fait plus de 30 ans que j'exerce ce métier enrichissant. On peut dire que les cours que je donne à mes élèves ne sont absolument pas rémunérés. Ils sont en quelque sorte entièrement gratuits. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'avoir beaucoup de cours, parfois 3 ou 4 dans la même journée. Comme aujourd'hui, ce matin j'ai donné un cours en prison. Cet après-midi, je donne cours ici. Et ce soir, je donnerai un cours très important dans notre orphelinat. Il m'arrive parfois de donner jusqu'à 6 cours complets ou même 4 cours intensifs dans une seule journée. Au minimum, sauf quand je dois absolument sortir, je donne un cours chaque jour sans aucune interruption. C'est le principe fondamental que je suis depuis 30 ans.
Je pense qu'en tant qu'enseignant consciencieux et dévoué, si l'on transmet généreusement et sans aucune condition tout ce que l'on sait, toutes ses connaissances et son expérience précieuse à ses élèves, c'est le meilleur choix possible, car il existe un terme pour désigner les enseignants. On les appelle les ingénieurs de l'âme humaine. Ils peuvent guider des milliers et des milliers de personnes vers une terre précieuse où règne la sagesse, la compassion et la moralité. Ils peuvent les conduire vers cette terre précieuse. C'est pourquoi chacun d'entre nous, enseignants, porte une responsabilité extrêmement importante sur ses épaules. D'un côté, je pense que pour chacun d'entre nous, enseignants, être enseignant dans cette vie est vraiment un honneur profond. Mais malheureusement, chez nous, beaucoup d'enseignants changent maintenant de métier, se reconvertissent. Autrement dit, ils étaient enseignants auparavant, mais si le salaire des fonctionnaires est un peu plus élevé, ils passent le concours pour devenir fonctionnaires. Si une entreprise offre un salaire un peu plus élevé, ils préfèrent choisir d'y travailler. Donc, beaucoup de gens, peut-être à cause des pressions de la vie ou bien à cause de l'époque actuelle dominée par l'argent, dans cette ère de l'argent, sans argent, il est difficile de faire quoi que ce soit. Pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus d'intérêt à devenir enseignants. Dès qu'ils ont vraiment l'opportunité de changer de métier, ils le font. Ils préfèrent tous abandonner leurs élèves les plus chers et les plus brillants, ces écoles les plus belles et les plus réputées. En un très court laps de temps, ils choisissent ce qui est le plus lucratif, ce qui leur apporte un statut social et une certaine reconnaissance. Ils vont travailler dans des environnements offrant toutes sortes d'avantages. Certains enseignants, bien qu'ils ne quittent pas l'école, mais au sein même de l'école, ils n'ont absolument aucune passion véritable pour l'éducation, aucun réel intérêt pour l'enseignement. En particulier, l'amour et l'attention sincère envers les jeunes enfants sont presque totalement inexistants. Chaque jour, ils restent à l'école uniquement pour toucher un salaire. Si cela continue ainsi, le métier d'enseignant est en réalité très sérieusement en danger actuellement. Nous savons tous que si un médecin fait mal son travail, cela peut nuire à un très petit nombre de patients. Si un employé d'une autre unité fait mal son travail, cela peut causer certaines pertes dans les différentes tâches de cette unité. Mais si un enseignant fait mal son travail, il a, sous sa responsabilité directe et personnelle, au moins 70 à 100 jeunes élèves. Si ces 100 élèves qui lui sont confiés ne sont pas correctement et efficacement enseignés, ni bien guidés et accompagnés par nous, leurs éducateurs, ils n'ont qu'une seule et précieuse jeunesse à vivre et à construire. C'est pourquoi notre métier d'enseignant est un métier extrêmement dangereux, vraiment très risqué si on ne le fait pas bien. Si l'enseignant n'a pas une véritable passion, ses cours manquent cruellement de force de persuasion et d'impact. S'il n'y a pas de force de persuasion, alors les élèves trouvent souvent le cours très ennuyeux et sans saveur et peu stimulant en général. Ainsi, après avoir suivi les cours de cet enseignant pendant des années, ils n'auront rien appris. La raison fondamentale pour laquelle de nombreux élèves ont de mauvais résultats aujourd'hui, c'est que l'enseignant lui-même n'a pas une véritable passion pour l'éducation. Sans cette passion, dans tout ce que nous entreprenons et faisons, il est impossible d'avoir de l'initiative et de la motivation. S'il n'a ni initiative ni motivation, et qu'il ne fait son travail que pour un simple salaire ou pour sauver les apparences, le résultat ne peut qu'être vraiment mauvais. J'ai aussi fondé quelques écoles dans ma ville natale, avec environ 2 à 3 000 élèves. Parmi eux, certains enseignants sont vraiment excellents. Ils ont tout sacrifié et se sont toujours dévoués entièrement à leurs chers élèves. Mais certains enseignants sont vraiment très médiocres, incapables d'enseigner correctement n'importe quelle matière, quelle que soit leur spécialité. Je leur parle souvent, si vous n'avez aucun intérêt pour l'enseignement, il vaudrait mieux ne pas devenir enseignant. Vous pouvez devenir menuisier, électricien, tout cela est possible. Mais ils me disent souvent que s'ils ne sont pas enseignants, ils n'ont pas de salaire, et sans salaire, ils ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux deviennent enseignants uniquement pour un salaire. Si vous souhaitez devenir enseignant, je vous recommande un livre très intéressant qui s'appelle Marva Collins Way.
C'est un livre écrit par Marva Collins sur l'éducation, sur les méthodes pédagogiques. En fait, ce livre contient de nombreuses méthodes efficaces pour guider les élèves. Ok, c'est un peu mieux comme ça. Parce que certains viennent juste de finir leur déjeuner et sont un peu fatigués. Il y a le bruit du générateur et aussi le bruit de nos applaudissements, pour les réveiller de leurs rêves. Le livre de Marva Collins dont je viens de parler devrait être très inspirant. En fait, c'est une pédagogue vraiment très célèbre et reconnue pour son travail exceptionnel. Elle est née, je crois, en 1936 à cette époque-là. Il me semble qu'elle est décédée en 2015. En fait, les anciens présidents américains Bush père et Reagan lui ont proposé ministre de l'Éducation des États-Unis, mais elle a refusé. Elle disait elle-même « J'aime particulièrement enseigner ». Sa seule méthode d'enseignement, c'est qu'elle faisait confiance à chaque élève, croyant que chacun avait du potentiel. Contrairement à nos enseignants, qui aiment les élèves qui ont de bons résultats et n'aiment pas ceux qui en ont de mauvais, eux. Le secret de Collins, c'est qu'elle était prête à accepter chaque élève. C'est pourquoi elle ne voulait devenir fonctionnaire, gagner de l'argent. Elle voulait se consacrer à être enseignante. Pour ce genre de personnes, je vous conseille vivement que chacun d'entre vous, chers enseignants, lise un jour les idées et la philosophie éducative inspirante de Marva Collins. Dans ma ville natale, il y avait une enseignante qui n'était pas aussi remarquable. C'était une professeure de collège. J'avais très envie de l'inviter à devenir la véritable directrice de mon école. Mais elle ne voulait pas. Elle avait été auparavant proviseure adjointe. Ensuite, elle-même, auprès de notre département de l'éducation, après environ 2 ou 3 heures de demande, a demandé s'il était possible de la rétrograder pour qu'elle puisse être une enseignante tout à fait ordinaire. C'est pourquoi, par la suite, elle n'a plus occupé de poste à responsabilité et s'est contentée d'être une enseignante très simple et dévouée pour guider les jeunes élèves. Mais quel était son état d'esprit ? Chaque samedi et dimanche, elle donnait des cours de soutien aux élèves. Et cela, depuis environ 20 ans, elle ne s'est jamais arrêtée. Je pense que partout chez nous, il y a d'excellents enseignants. Voilà quelques histoires concernant les enseignants dont je voulais parler. Mais j'aimerais enchaîner en parlant de la façon dont notre cœur peut trouver le bonheur. En fait, pour moi personnellement, être enseignant est ce qu'il y a de plus heureux. Parce que dans ma vie, j'ai pu avoir beaucoup plus de choix. Mais rien d'autre ne m'intéressait. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on doit faire de soi une lumière de sagesse et de clarté pour dissiper l'obscurité dans le cœur de nombreux enfants. L'enseignant est comme une lampe et cette lumière peut se transmettre. Elle peut durer des générations et des générations à travers les âges. En termes d'étendue, elle touche les 10 directions. Un excellent enseignant peut avoir des élèves partout dans le monde entier. Ces élèves pourront, à l'avenir, se répandre et se développer partout. C'est précisément pourquoi je pense que peut-être que certaines personnes pensent que les gens riches sont très heureux et comblés. D'autres pensent que ceux qui ont une belle apparence sont très heureux. Certains estiment que ceux qui ont l'amour sont très heureux. Mais je pense que pour nous qui aimons apprendre et enseigner, ce genre de vie est peut-être aussi très heureux. Bien sûr, je pense que chacun d'entre vous ici a une certaine reconnaissance ou une attitude d'acceptation envers le métier d'enseignant. Beaucoup de gens aiment poursuivre le bonheur, rechercher la joie et la satisfaction. Mais en réalité, le véritable bonheur est une façon d'être profondément satisfait et serein dans son propre cœur, une paix intérieure. Quand une personne possède 100 000 yuan, elle pense qu'avoir 200 000 la rendrait peut-être très heureuse. Ou bien, lorsqu'on a une voiture ordinaire, on croit qu'avoir une voiture plus haut de gamme nous rendrait heureux. Ou encore, lorsqu'une personne manque de partenaire, elle pense qu'avoir un amour doux et sincère serait le plus grand bonheur imaginable. Mais une fois que tu possèdes cet objet de bonheur, si l'on observe à nouveau, la plupart des gens ne sont peut-être pas satisfaits et désirent encore plus. Donc, je vous vois ici, dans de nombreux endroits en Afrique. On voit beaucoup de gens danser partout. On entend aussi beaucoup de rires sincères et joyeux et animés.
Il y a également souvent beaucoup de joie et de bonheur, mais lorsque nous possédons davantage, que la vie matérielle devient plus riche et plus abondante, peut-être que ce bonheur intérieur disparaît complètement. Beaucoup d'entre vous ici présents sont des enseignants et j'aimerais sincèrement vous poser une question importante. Chacun de vous peut absolument dire ce qu'il veut sans aucune restriction. Qu'est-ce que vous considérez comme le plus grand bonheur ? Est-ce qu'un ou deux enseignants pourraient me répondre à cette question, s'il vous plaît ? L'argent, bien sûr. D'accord. Y a-t-il d'autres réponses possibles ? Peace of mind. D'accord. Il y a eu deux enseignants à l'instant. L'un a parlé d'argent, l'autre de la paix intérieure. Je me rapproche plutôt de la réponse du deuxième enseignant. Parce que la paix intérieure, chacun de nous la possède, chacun peut l'atteindre. Que vous alliez, que ce soit en Afrique, en Amérique ou encore en Asie, où que vous alliez, chacun peut trouver la paix intérieure. Mais les personnes riches sont-elles vraiment heureuses ? J'ai rencontré beaucoup de gens très riches et fortunés, mais je n'ai presque jamais vu quelqu'un de vraiment, sincèrement heureux et épanoui parmi eux. Au début, pour nos besoins essentiels, il est vrai que nous avons besoin d'argent, de biens matériels. Mais à un certain moment, plus l'argent s'accumule, plus la pression augmente, plus la souffrance grandit. Donc si nous pensons que l'argent est la source de tout bonheur, c'est peut-être une idée fausse. Il y a autrefois, dans le bouddhisme, une très ancienne histoire à propos d'un maître zen nommé Wood. Un jour, 3 jeunes gens sont venus voir ce sage maître Wood. Il leur a demandé à chacun ce qu'était le plus grand bonheur, le bonheur suprême. L'un a répondu que c'était l'argent, un autre a dit que c'était la renommée, et le dernier a dit que c'était vraiment le grand amour, véritablement. Pourquoi ont-ils répondu ainsi ? L'un a dit « Tant que j'ai de l'argent, tout est source de bonheur ». Un autre a dit « Tant que j'ai un bon partenaire, je suis le plus heureux ». Le dernier a dit « Si j'ai la renommée et l'argent, et que j'ai mon propre partenaire, alors tout sera parfait et heureux. » Mais ensuite, le maître Wood leur a dit « Ceux qui possèdent tout cela, en réalité, ils restent tout de même insatisfaits. Pourquoi cela ? » Finalement, ces 3 jeunes n'avaient plus rien à répondre. Cependant, nous espérons aussi, bien sûr, avoir davantage de richesses matérielles et de biens, car avec des richesses matérielles, des richesses simplement, que ce soit pour notre éducation, notre hygiène environnementale ou la protection de l'environnement, et même pour l'élévation et le développement de toutes les idées profondes et les aspirations de l'humanité, cela apporte une aide considérable et un soutien précieux. C'est pourquoi j'espère sincèrement et profondément que tous les enseignants ici présents auront une confiance très ferme, inébranlable et une passion très forte, ardente et contagieuse. Parce que je vois qu'actuellement, votre pays, en effet, comparé à d'autres endroits, est effectivement en retard sur le plan économique. Alors, si l'économie est relativement en retard, nous devons considérer que la source et l'avenir de tout développement, la source et le facteur principal, commencent en réalité véritablement par l'éducation. Chacun ici a de nombreux élèves talentueux et prometteurs dans son école. Nous devons absolument avoir envers chaque élève une attitude très respectueuse, bienveillante et encourageante et leur transmettre une vision correcte et positive de l'avenir. Il est essentiel d'éveiller pleinement le potentiel unique et les capacités intrinsèques de chacun de ces jeunes esprits. Même si nous, enseignants, travaillons très dur et que nos salaires sont bas, et qu'en plus nous consacrons jour et nuit à ces élèves, et qu'il faut investir beaucoup de ressources humaines, financières, etc. pour eux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, être enseignant est le meilleur choix. Pour un pays, pour une nation, pour l'avenir de l'humanité, être enseignant est ce qu'il y a de plus vraiment très significatif, en effet. D'un certain point de vue, je pense qu'aujourd'hui, le manque de ressources essentielles, une santé pas toujours optimale ou pleinement satisfaisante, etc., toutes ces difficultés et ces obstacles majeurs dans la vie quotidienne et dans l'existence même sont peut-être absolument nécessaires dans la vie. Il y a un fonctionnaire d'un tribunal fédéral américain qui, lors de la cérémonie solennelle et mémorable de remise des diplômes de son fils âgé de 16 ans, est intervenu avec fierté. Il n'a pas dit aux élèves « Je vous souhaite une carrière professionnelle réussie et une grande richesse après l'obtention de votre diplôme universitaire, etc. » Il n'a absolument pas formulé ce vœu-là.
Quel vœu a-t-il donc fait alors? Il a souhaité qu'après votre diplôme, dans votre vie future, vous rencontriez davantage de malheurs, de toutes sortes d'obstacles et de souffrances profondes. Il vous a souhaité de devoir faire face à toutes sortes de malheurs. Je ne sais pas vraiment si vous pouvez accepter une telle idée. Peut-être que la plupart des gens pensent que le soi-disant bonheur ou la soi-disant éducation, c'est d'avoir toujours plus de ressources, davantage d'argent et une abondance de biens matériels. Ainsi, on pense que l'on pourra véritablement mieux vivre et réussir bien plus d'avantages dans la vie. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas forcément le cas. C'est souvent dans les moments les plus pauvres de notre vie que l'on apprend peut-être le mieux. Pour ma part, que ce soit lorsque j'étudiais à l'école ou plus tard, au début de mes études au monastère bouddhiste, les conditions d'apprentissage étaient particulièrement difficiles à cette époque-là. Il n'y avait ni électricité, ni route. Même pour lire, je le faisais entièrement à la lumière de la lune. Il n'y avait que la lumière de la lune. Pas d'argent pour allumer une lampe le soir. Mais c'est dans un contexte aussi très pauvre que celui-ci en particulier que j'ai étudié avec attention. Et pour notre génération actuelle, nos résultats scolaires étaient plutôt bons, voire même excellents. Si, comme aujourd'hui, il y avait toutes sortes de télévisions, d'ordinateurs, de téléphones portables et un environnement rempli de réseaux sociaux, je pense que l'apprentissage serait certainement très mauvais. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, les enfants issus de familles aisées ont des résultats scolaires très médiocres. Je suis un moine itinérant qui voyage dans différents pays et je suis souvent seul, complètement isolé ainsi. Que ce soit dans la vaste Australie, les grands États-Unis ou le Royaume-Uni, j'ai attentivement observé dans de nombreuses universités et institutions académiques des étudiants soi-disant très privilégiés, souvent issus de milieux aisés, conduisant des voitures de luxe flambant neuves, portant des vêtements de grande marque et des accessoires coûteux, qui passent une grande partie de leur temps libre dans des bars branchés ou des cybercafés animés. Beaucoup d'étudiants universitaires vivent malheureusement ainsi, mais le comportement de ces étudiants n'est pas vraiment exemplaires et leurs résultats scolaires ne sont pas toujours brillants non plus. Bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, mais il y en a malheureusement beaucoup comme ça. À l'inverse, dans les régions plus pauvres ou parmi les étudiants issus de familles modestes, on observe souvent une détermination et une résilience remarquables. Ces étudiants obtiennent généralement d'excellents et de très bons résultats scolaires. C'est pourquoi, parfois, on constate dans la longue histoire de l'humanité que de nombreuses grandes figures historiques se sont forgées et ont grandi à travers l'épreuve et l'adversité. Beaucoup de réalisations significatives dans les hautes technologies modernes sont aussi le fruit d'une période d'ascèse, de persévérance et de difficultés considérables. Ce n'est qu'après avoir traversé de telles épreuves qu'on peut y parvenir. C'est pourquoi, parfois, tout le monde s'accorde à penser que lorsque tous les regards sont tournés vers l'argent, en réalité, derrière cela, si nous faisons des efforts sincères et soutenus, nous pouvons découvrir une culture ou une sagesse de bien plus grande valeur. C'est précisément pourquoi je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir échanger avec autant d'enseignants expérimentés. Quant à mes propres aspirations, à mes propres objectifs, j'aimerais beaucoup, vraiment, être comme mon professeur. Mon professeur s'appelait le roi du Dharma Jigme Phuntsok. C'était un enseignant vraiment exceptionnel. Au cours de ses 72 années de vie, il a commencé à enseigner vers l'âge de 15 ou 16 ans. Et il a continué jusqu'à l'âge de 72 ans lorsqu'il a manifesté le parinirvana. Cela fait maintenant 15 longues années qu'il nous a quittés. Mais durant les toutes dernières années de sa vie, il avait malheureusement perdu la vue. Cependant, il continuait à enseigner aux autres à travers un simple magnétophone. Ses cours n'ont jamais été interrompus. Il a enseigné pendant plus de 50 ans. Au cours de sa vie, il a donné des cours pendant plus de 50 ans. Mais il est difficile de dire si je pourrais en faire autant. Je me demande donc intérieurement si je pourrais vraiment enseigner pendant plus de 40 ans encore. C'est pourquoi chacun de nous, en tant qu'enseignant, notre objectif n'est pas autre chose en fait, vraiment. Il devrait être de s'assurer que ses élèves apprennent vraiment bien.
Chaque élève possède ce potentiel inhérent et unique. Mais nous, les enseignants, nous ne l'exploitons pas toujours pleinement et efficacement comme il le faudrait réellement. Certains élèves qui n'étaient peut-être pas considérés comme très brillants ou académiquement performants à l'école auparavant pourront peut-être réussir brillamment à l'avenir. Comme Steve Jobs, le président américain Franklin Delano Roosevelt et d'autres personnalités encore, eux aussi étaient à l'école et au tout début, ils étaient en échec scolaire, considérés comme peu prometteurs pour leur avenir. Mais plus tard, petit à petit, leur potentiel s'est révélé. C'est pourquoi, pour ma part, ma principale caractéristique, c'est que j'ai de l'espoir pour chaque élève. J'ai une confiance totale et inébranlable en chaque élève. Et je suis aussi très passionné par l'éducation et son avenir prometteur. Parce que l'éducation me passionne, il se peut que lorsque je donne cours, mes paroles aient un certain pouvoir de persuasion. C'est justement et précisément pour cette raison que certains de nos élèves peuvent véritablement comprendre ce que j'enseigne. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos enseignants manquent cruellement de passion, manquent de ce pouvoir essentiel de transmission. Ils manquent aussi d'implication personnelle profonde et de motivation intrinsèque. Pour conclure, je voudrais brièvement résumer ce que j'ai précédemment dit. Tant que je n'aurai pas fermé les yeux pour de bon, je souhaite toujours quitter ce monde en tant qu'enseignant dévoué et passionné. Depuis le tout premier jour où je suis devenu enseignant, jusqu'à ce jour présent, j'ai certes vieilli physiquement, mais j'ai également développé une confiance inébranlable et un intérêt toujours croissant et profond pour le domaine essentiel de l'éducation. J'espère que beaucoup de nos 13 enseignants auront eux aussi pleinement confiance en l'éducation et choisiront d'être des enseignants dévoués toute leur vie durant. C'est là mon seul souhait. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une si belle opportunité. Je tiens également à remercier la direction de notre école et tous les enseignants présents ici. Merci.